Bonjour. Au cœur de l'Europe centrale, la ville de Vienne, traversée par le beau Danube bleu, immortalisée en 1867 par la célébrissime valse de Johann Strauss, reste profondément associée à celui dont le nom, 100 ans avant Strauss, est synonyme de génie et de virtuosité dans le domaine de la composition musicale. Je veux parler, bien évidemment, de Wolfgang Amadeus Mozart. En avril 1787, Mozart, qui, à 30 ans, avait connu un grand succès avec son opéra comique Les Noces de Figaro, quelques mois plus tôt, il rencontrait régulièrement de nombreux jeunes musiciens avides de conseils et venant de toute l'Europe, reçut la visite du comte Ferdinand von Waldein, musicien et mécène allemand. Le comte lui présenta un jeune musicien de 17 ans qu'il avait remarqué à Bonn, à la cour de Maximilien François d'Autriche, archevêque et prince-électeur de Cologne. Ce jeune musicien joua au piano de telle façon devant le maître, pour lequel il professait un très grand respect, que Mozart glissa à l'oreille de quelques amis qui l'entouraient « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde !» Le jeune musicien s'appelait Ludwig van Beethoven, et on célèbre cette année 2020 le 250e anniversaire de sa naissance. Nous connaissons tous la 5e symphonie, mais il faut rappeler qu'il composa aussi 32 sonates, un opéra, Fidelio, de nombreux concertos et 9 symphonies. Né à Bonn le 16 décembre 1770, Beethoven ne fut pas, comme Mozart, un enfant prodige, et son père, musicien à la cour, un homme brutal et alcoolique, dut user souvent de violence pour l'obliger à travailler. Il souhaitait en faire un nouveau Mozart, mais ses méthodes pour y parvenir étaient à l'opposé de celles qu'avait appliquées pour son fils Léopold Mozart, le père d'Amadeus, dont les qualités de pédagogue pour l'éducation musicale firent des merveilles. En ce qui concerne Beethoven, il fallait qu'il possède une inaltérable foi en la musique et un optimisme volontaire pour qu'il ne se détourne pas de sa vocation. Mais il bénéficia aussi du soutien indéfectible du comte Waldstein, qui l'introduisit dans la haute société viennoise et le mit entre les mains de Joseph Haydn. « Vous avez beaucoup de talent, lui dira celui-ci. Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration, mais vous sacrifiez les règles à votre fantaisie. » S'il conserva au fil des ans cette fantaisie dans la composition de ses œuvres, il fallut à Beethoven se prendre en charge dans sa vie personnelle et prendre en charge également ses deux frères, à la mort subite de sa mère, son père, miné par l'alcool, n'étant pas en mesure de le faire. Par bonheur, le public loue aussitôt sa virtuosité. Les succès se multiplient et stimulent son activité créatrice, en dépit d'une terrible tragédie qui va l'anéantir à 28 ans. La perte progressive de Louis, qui devient inéluctable en 1801. La perspective de la surdité le conduit au désespoir et souvent au bord du suicide. S'engagera alors pour lui un combat acharné pour continuer à composer et s'efforcer d'entendre mentalement sa musique. On parle souvent de son caractère irascible et de son humeur exécrable.
Mais comment ne pas comprendre son désarroi en ces circonstances tragiques? Et il s'en est souvent expliqué, écrivant notamment à l'un de ses amis: La musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. Force est de constater, toutefois, qu'il était déjà par nature impulsif et caractériel, allant jusqu'à adresser un jour à son mécène, le prince Karl Lichnowsky, à la suite d'une violente querelle, le billet suivant. Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a eu, et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. Certes, c'était une attitude arrogante et présomptueuse, mais comme il avait raison. Sa farouche volonté d'indépendance et son désir de s'affranchir du mécénat aristocratique qui lui pesait comme un carcan le rendait indocile et quelquefois même détestable au public. Mais on ne le dira jamais assez, il était extrêmement généreux, loyal, d'une grande droiture et d'une tendresse infinie avec les gens, ce qui était peu commun à son époque. À l'occasion de ce 250e anniversaire de sa naissance, je voudrais évoquer les mystères qui planent au-dessus de 2 symphonies qui lui furent attribuées à un certain moment. Officiellement, Beethoven a composé 9 symphonies. La symphonie numéro 9, en ré mineur, est considérée comme son ultime symphonie. Elle est assez exceptionnelle en ce sens qu'elle inaugure un concept musical nouveau, la participation de chœurs et de solistes à la palette symphonique. Rien de tel n'avait jamais été entendu auparavant. Cette symphonie fit entrer de plein pied la musique dans un nouveau territoire inexploré. Beethoven fit partager à travers cette œuvre sa conception novatrice de l'unité que constituent l'homme, la nature et le cosmos, en associant pour cela orchestres et chœurs, musique et poésie, en l'occurrence l'Ode à la joie de Schiller. Le résultat est fantastique, avec son alternance de passages exubérants et de mouvements quasiment religieux. Beethoven nous révèle ainsi où se trouve le bonheur, la joie et l'espérance, essentiellement dans la fraternité des hommes, unis et solidaires. Cette symphonie est d'une incroyable actualité. À l'heure où le concept de fraternité, au-delà des nations, des races, des religions, s'impose de plus en plus aux hommes pour triompher des défis considérables de notre siècle, changement climatique, pandémie mondiale et autres. Elle constitue, au dire de tous les musicologues, le couronnement de l'œuvre de Beethoven. Et vous savez tous que son Ode à la joie est devenu, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'hymne européen. Après la 9e symphonie, et même avant que celle-ci ne soit achevée, il amorça l'écriture d'une 10e. Mais il la délaissa rapidement et elle se limitait à son décès à quelques notes, schémas et esquisses manuscrites. Certaines de ces esquisses ont été conservées, d'autres remodelées, et un musicologue anglais s'en servit pour reconstituer le premier mouvement. Puis, les Allemands confièrent la composition de l'œuvre à l'intelligence artificielle. Un logiciel a ingurgité et analysé toutes les œuvres du compositeur, puis a généré des algorithmes de traitement de la parole, des tentatives de prolongement de la partition. Le projet a été lancé par la Deutsche Telekom, basée à Bonn,
Pour Christine Siégère, directrice du fonds d'archives et du département de recherche de la maison Beethoven, ce qui va être créé ne fera évidemment pas partie de l'œuvre, et les fragments de la 10e symphonie ne sont eux-mêmes que des pistes de travail limitées. Mais elle est convaincue que Beethoven, ayant lui-même l'esprit novateur et étant un visionnaire, n'aurait sans doute pas renié ce type d'initiative. Le musicologue britannique Barry Cooper semble pourtant plus dubitatif et craint que l'œuvre ne soit dénaturée, la 10e n'existant, comme nous l'avons dit, qu'à l'état de timides ébauches. De nombreuses interrogations subsistent encore aujourd'hui sur une autre symphonie, appelée également par certains la symphonie 0. Il s'agit de la symphonie dite d'Iéna, en do majeur, dont la partition fut découverte en 1909 dans les archives de l'Université de la Société de concert de la ville d'Iéna en Thuringe, d'où l'origine de son nom, par le théologien musicologue allemand Fritz Stein. Celui-ci se pencha longuement sur cette partition mystérieuse, et constatant une certaine similitude dans chacun des 4 mouvements avec les autres symphonies de Beethoven, se persuada de la paternité de celui-ci pour cette œuvre, d'autant plus que plusieurs de ses lettres montraient qu'avant la composition de sa première symphonie, la numéro 1, en ut majeur, en 1799, il aurait écrit une symphonie, également en ut majeur, inspirée de la symphonie numéro 97 de son maître de l'époque, Joseph Haydn. Écrite pour une flûte, de hautbois, de basson, de cor, de trompette et des timbales, la symphonie d'Iéna est composée de 4 mouvements, comme le seront la plupart des symphonies de Beethoven. Le traitement des vents, dans le 4e mouvement, conduisit d'autres musicologues, après Fritz Stein, à affirmer que si le doute était permis pour les autres mouvements concernant la paternité de Beethoven, il était incontestable que ce 4e mouvement ne pouvait avoir été écrit que par Beethoven. Par ailleurs, cette symphonie numéro 0 contenait toutes les caractéristiques et la marbrure même des futures symphonies de Beethoven, à commencer par la première. Mais dans les années 1970, une nouvelle s'abat comme un coup de foudre sur le petit monde de la musique. Le critique musical américain Robin Landon, spécialiste reconnu de Haydn, affirme avoir découvert dans les archives de l'abbaye bénédictine de Gottweig, en Basse-Autriche, une seconde copie de cette symphonie, signée par un certain Friedrich Witt, un violoncelliste et compositeur allemand, né en 1770, connu surtout pour un oratorio qui lui avait valu dans les années 1800 un poste de maître de chapelle auprès du prince de Würzburg. Cet honorable musicien, bien oublié de nos jours, écrivit pourtant de nombreux concertos, de la musique d'église, 2 opéras et 23 symphonies. Mais s'il est ressorti de l'anonymat de nos jours, c'est surtout à cause de la symphonie d'Iéna et de la découverte de Robin Landon. Celui-ci parviendra à convaincre la plupart des critiques que Witt était bien l'auteur de cette symphonie. Mais aujourd'hui encore, certains continuent à penser qu'il s'agit bien d'une œuvre de jeunesse de Beethoven, et que le nom de Witt, inscrit sur la copie retrouvée par Landon, n'est en aucune manière une preuve de paternité. Le mystère de cette symphonie n'est donc pas entièrement résolu. Néanmoins, qu'elle soit au nombre de 9, de 10 ou même de 11,
les symphonies de Beethoven firent et continuent de faire le tour du monde, et elles ne cesseront pas de célébrer l'un des plus grands génies de la musique, qui fut aussi un militant pour la liberté, les droits de l'homme et le progrès social, devenu un mythe universel. Mais sa vie, comme on l'a vu, ne fut pas un long fleuve tranquille. Et on peut même dire qu'à partir de 1801, toute sa vie ne sera qu'une lutte incessante contre la fatalité. Il mourut à l'âge de 56 ans, en 1827, par un jour d'orage, en lançant son poing vers le ciel en signe ultime de défi. Merci et à bientôt.